Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, c'est le petit déjeuner politique de Mounir Majoubi, qui est député La République En Marche de Paris. Bonjour Mounir Majoubi. Bonjour. Emmanuel Macron va recevoir les députés aujourd'hui. Visiblement, c'est une séance de calinothérapie. La ministre qui était notre invitée, Jacqueline Gouraud, n'a pas démenti l'autre jour, c'est ce qu'elle a dit ici à ce micro. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment un malaise et une série de couacs. Là, il est temps de se reparler avec le chef de l'État. Bon, ce soir, c'est un petit peu plus sérieux que de la calinothérapie. Les députés, c'est des professionnels qui ont quitté leur vie pour mener cette campagne il y a 3 ans. Ils ont été élus, ils ont soutenu le président de la République. Ça fait 2 ans qu'on vote des lois, qu'on construit un projet pour la France. Et puis, ce soir, on retrouve notre président, le président qu'on a participé à faire élire, qui n'est plus notre président à nous, c'est le président de tous les Français. Ben là, c'était le bon moment, à mi-mandat, pour qu'on reprenne le temps avec le président, qui est celui qui nous a fait venir en politique pour beaucoup, et de rediscuter avec lui du chemin. Vers où on va ? C'est quoi qu'on essaye de faire ? C'est quoi qu'on est en train de dire aux Français ? Parce qu'ils sont un peu désorientés. Beaucoup de députés ont, dit-on, le moral dans les chaussettes parce qu'ils ont l'impression de voter des lois, mais c'est pas eux vraiment qui travaillent en tant que tels. On dit qu'il y a un cabinet noir d'une 20aine ou une 30aine de personnes autour du chef de l'État et c'est eux qui pondent un peu les textes et puis les députés doivent appliquer. Ce sont des godillots. Vrai ou pas ? Alors permettez-moi de vous donner la perspective intérieure des députés. Parce que non, mais ce sont de l'intérieur. Quelques députés qui le disent. Vous dites il. Moi, je suis député, je suis au milieu d'eux et parmi les députés, parmi mes collègues, au quotidien, je vois le travail qu'on fait. Il y a le travail qu'on fait en circonscription. Et moi, je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de nos collègues aujourd'hui qui font un boulot extraordinaire parce qu'ils vivent des violences infinies. Entre le nombre de permanences qui se font casser, le nombre de députés qui se sont fait insulter, eh bien tout cela, vous savez ce qu'ils font à chaque fois ? Ils retournent sur le terrain. Il n'y a pas un seul de mes collègues qui n'est pas retourné discuter. Il y en a une qui s'est fait bloquer sa permanence par des professeurs. Eh bien, elle est restée pour parler avec eux jusqu'au bout. Un autre s'est fait détruire sa permanence par la CGT. Il est revenu le lendemain pour continuer à travailler et être là pour les habitants près de chez lui. Ça, c'est du boulot d'aller expliquer ce qu'on est en train de faire. Et là, ce sont vraiment les représentants d'Emmanuel Macron et donc ils sont en première ligne, quoi, en quelque sorte. C'est ça. Donc c'est ce qu'ils vont dire aussi à Emmanuel Macron. Nous, on est sur le terrain, on est en première ligne, quoi. Mais on ne va pas venir se plaindre ce soir. Non. Je voudrais vraiment qu'on redonne la tonalité. Emmanuel Macron, on a voulu qu'il soit élu. On le soutient. Ce président, aujourd'hui, il continue d'avoir un projet pour la France que nous soutenons. Donc ce soir, on va se dire comment on continue d'avancer ensemble. On ne vient pas se plaindre. Vous savez, quelqu'un qui vient se plaindre en disant « j'ai été maltraité, vous nous avez mal parlé », celui-là, il ne fait pas avancer la France. C'est me faire avancer la France, qu'on est des adultes, qu'on a décidé de consacrer toutes les prochaines années de notre vie à nous engager pour les Français, ce soir, au président, on ne va pas lui dire « parle-nous mieux ». On va lui dire « on va où ensemble ?» Oui, on va où ensemble ? Alors ça, c'est peut-être aussi la bonne question, parce qu'il y en a certains qui sont un petit peu perdus sur les choix, les orientations aussi du gouvernement. C'est vrai ? Vous attendez des éclaircissements ? Encore une fois... Par exemple, sur la réforme des retraites. Beaucoup disent d'ailleurs, on n'était pas complètement préparé. Oui, on savait qu'il devait y avoir cette réforme des retraites, mais dans le détail, on était un petit peu perdus. Mais ils le reconnaissent à ce micro quand ils viennent. Écoutez, certains ont pu le dire, d'autres travaillent dessus depuis près de 2 ans. Vous savez, j'ai des collègues qui ont quasiment consacré l'intégralité de leur mandat à préparer cette réforme des retraites, qui depuis leur arrivée à l'Assemblée nationale... donc, ils doivent être déçus, tout va repartir à zéro, là, vous avez vu ? Écoutez, ce qui est très important, c'est qu'on ait des députés qui comprennent la réforme, qui décident de comment on va la changer. À l'intérieur, il y a des sujets qui touchent le cœur de certains. Moi, je suis un ancien syndicaliste. Il y a quelque chose qui me touche dans cette réforme, c'est les carrières longues et c'est la pénibilité. Aujourd'hui, les députés, ils sont entendus quand ils disent sur ces sujets-là, il va falloir qu'on fasse mieux. Moi, je crois très très fort à la capacité des députés de proposer, de faire évoluer. Et je crois fort au président de la République, mais aussi au gouvernement d'Édouard Philippe, dans la capacité à écouter et à évoluer avec la majorité. Oui, Mounir Majoubi, alors d'un mot justement sur cette réforme des retraites encore. Comment on va repartir à zéro ? Ça veut dire quoi précisément ? Comment le gouvernement va s'en sortir ? Puisqu'il y a eu la bataille des amendements avec notamment les députés de la France Insoumise. En fait, on ne repart pas à zéro. C'est une expression. C'est une expression qui ne traduit pas réellement ce qui va se passer. Aujourd'hui, on avait un texte qui a été présenté en commission. Comme la France Insoumise a décidé de tuer cette commission, elle a posé 19 000 amendements, soit un nombre d'amendements non traitables par des êtres humains. C'est-à-dire que des êtres humains ne peuvent pas traiter 19 000 amendements. En si peu de temps, quoi. Pas en si peu de temps, il faudrait plus d'1 an pour le faire. Donc non, c'est pas possible. On ne peut pas traiter 19 000 amendements.
S'il y avait 19 000 amendements de réécriture de la loi, moi ça m'irait. Hein. C'est 19 000 amendements de conneries. C'est 19 000 fois des virgules, 19 000 fois des fausses phrases. Parfois, ils se sont même fait plaisir en faisant des blagues à l'intérieur. Donc c'est antidémocratique. Mais ce qui est intéressant avec la France Insoumise, c'est qu'ils assument. C'est-à-dire qu'ils ont dit oui, on fait, nous, la grève de la loi, et donc on va créer... Acte de résistance, ils disent. Acte de résistance. Vous vous rendez compte, des députés à l'Assemblée nationale, on s'est battu pour avoir cette Assemblée nationale, pour que justement le peuple puisse être enfin entendu et décidé, et c'est le peuple lui-même, avec ses représentants de la France Insoumise, qui décide de ne pas être entendu. Donc moi, ça, c'est pas ma façon de faire de la politique. Donc la commission ne peut pas se prononcer, donc ça va retourner dans l'hémicycle, et donc on redémarre un cycle de discussion dans l'hémicycle. Mounir Majoubi, il y a eu quand même quelques couacs récemment. L'un des derniers, c'est le congé du deuil parental, 5 jours au lieu de 12. Vous allez y revenir, vous, avec d'autres députés, hein, c'est ça ? Aujourd'hui, en groupe, le groupe de La République En Marche va faire des propositions. Vous savez, sur ce sujet, les députés, ils ont été très blessés que d'autres puissent croire que nous n'avions pas dans nos cœurs l'intérêt des familles en deuil. Donc ce qu'on propose, notre réponse, elle est simple, c'est une réponse par le travail. On a beaucoup travaillé. Une de mes collègues, Serène Mauborgne, travaille sur le sujet depuis près d'1 an. Donc tout à l'heure, on va faire des propositions. Un congé de 3 semaines universel, c'est-à-dire qu'il est pour tous les actifs, pas que pour les salariés du privé. Salariés du privé, fonctionnaires, artisans, indépendants, agriculteurs. Pour tout cela, il y aura ces 3 semaines de répit, de deuil. Et puis, c'est pas tout. Il y a le sujet de comment on fait pour accompagner financièrement les familles au moment des obsèques, comment on fait pour accompagner psychologiquement. Sur chacun de ces sujets, maintenant, nous, on veut s'ouvrir au Sénat et proposer au Sénat de travailler ensemble sur ces sujets et proposer à tous les groupes représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat d'avancer dans la même direction. C'est pas possible de revenir sur une situation dans laquelle les familles qui sont concernées par ces problèmes, qui sont concernées par ces drames, aient l'impression que la représentation nationale ne les écoute pas. Oui, parce qu'il y avait manque d'humanité criant, quoi. Qu'est-ce qui s'était passé, alors, précisément ? Moi, je préfère vous parler de ce qu'on propose aujourd'hui. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que où on voulait tous proposer un plan global, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas réservé qu'aux salariés du privé, mais ouvert à tous, pas financé par les entreprises, mais financé par la sécurité sociale. Les entreprises ont financé aussi une partie. On voulait que le sujet du deuil ne soit pas que celui du congé, donc c'est congé plus accompagnement financier et accompagnement psychologique et accompagnement sociétal. C'était tout ça à la fois. Alors oui, ce qu'on aurait dû faire, je le reconnais ce matin, c'est qu'on aurait dû proposer le projet alternatif dès le jour de la discussion. Mais vous savez, on est là quelques jours après, on le propose. Moi, j'ai eu la chance, avec 3 de mes collègues et une vingtaine d'entre eux, travailler avec les familles, avec les partenaires sociaux, avec le gouvernement. Et quand on avait autour de la table ces familles, les ministres, les députés venus de plusieurs partis politiques, qui parlaient ensemble avec le cœur de tous les sujets qui pouvaient les concerner, eh ben, j'étais heureux d'être élu. Et c'est là où il n'y avait pas une bonne connexion aussi entre l'Élysée, le gouvernement et peut-être les députés. On dit que c'est Marlène Schiappa qui a sonné l'alerte, c'est vrai ça, hein ? Pour la suite, moi j'ai envie d'une nouvelle méthode que j'ai pu voir, c'est le gouvernement avec le Parlement, avec les parties prenantes, qu'ils soient les partenaires sociaux ou qu'ils soient les associations. Sur Marlène Schiappa, il y a besoin comme ça de personnes qui soient là en permanence pour relayer auprès du président, puisque c'est elle visiblement qui l'avait fait. J'ai aucune information sur cette histoire. Moi, vous savez, tous les députés se sont mobilisés pour rappeler leur engagement. Bon, vous avez sans doute quelques informations, mais vous ne voulez pas les donner. Non. Mais attendez, Marlène Schiappa, je la connais bien et je la soutiens. On est ensemble à Paris, donc il n'y a aucun sujet là-dessus. Hein. Oui. Emmanuel Macron doit aussi fixer le cap de la fin de son quinquennat. Alors, il est persuadé que ça va se jouer aussi sur les sujets régaliens, dit-on, identité, immigration, sécurité, valeurs de la République. Il fait un clin d'œil un petit peu aux électeurs de droite. Pour vous, l'homme venant de la gauche, c'est un bon signe ou pas ? Bon, ça, c'est vous qui lui attribuez. C'est beaucoup de rumeurs qui lui attribuent ces discours-là. Moi, j'écoute ce que le président dit. J'écoute ce qu'il dit partout où il va. Quand il va à travers la France et qu'il débat avec les Français, il parle de bien plus de sujets que de cela. Mais allons-y, vous savez, je suis député du 19e arrondissement. On vient de traverser une crise migratoire sans précédent. Plusieurs milliers de personnes qui habitaient dans des campements au bord de notre arrondissement. Il a fallu près d'1 an pour organiser une mise à l'abri. Mise à l'abri, ça veut dire que les personnes quittent ces campements et qu'elles sont toutes réhébergées partout en Ile-de-France. Pourquoi est-ce qu'elles étaient là, ces milliers de personnes ? Parce qu'aujourd'hui, on a un sujet migratoire qui est maltraité au niveau européen. Et donc, ça a des conséquences au niveau national. Évidemment qu'il faut poser ces sujets. Et vous savez quel est le pays qui porte ces sujets de la façon la plus ferme au niveau européen ? C'est la France. C'est Emmanuel Macron qui fait tout pour que, parmi les premières décisions de cette commission, il y ait cette solidarité. Notamment parce que l'Allemagne est en train un peu de flancher, peut-être, sur ce sujet, et Angela Merkel en difficulté.
En tout cas, c'est tout le continent européen qui doit se poser cette question-là. Et ensuite, il y a une autre question, qui est celle plus globale de la sécurité et celle des valeurs. Mais aujourd'hui, l'urgence... Là, il faut faire attention de ne pas céder aux provocations de tous bords, justement, sur ces questions d'identité, etc. Quand on voit qu'il y a eu un drapeau, par exemple, maghrébin, planté sur le clocher de l'église d'Albi, il faut condamner ce genre de gestes, dans un sens comme dans un autre. Il faut condamner tous les gestes qui sortent du champ démocratique. Donc moi, je ne connais pas l'exemple que vous venez de donner, donc je ne saurais pas vous dire ce que j'en pense. Ce qui est certain, c'est qu'on doit accepter aucune expression de la haine qui remet en cause l'existence des personnes sur notre territoire. Donc c'est pour ça qu'il faut s'engager très fort contre le racisme. Il faut s'engager très fort aussi contre tous ceux qui expriment une haine contre la République. Et pour moi, c'est deux batailles en même temps. Moi, je me suis toujours battu contre les racistes et aussi contre les boîtes qui discriminent. Et là, ce qu'a fait Julien de Normandie, c'est très important. Mais dans le même temps, c'est pour beaucoup d'entre eux, pour beaucoup de personnes, c'est tout aussi important de se battre contre ceux qui remettent en cause l'école de la République, remettent en cause nos valeurs de liberté d'expression. Et donc, il faut être capable d'avoir les mêmes injonctions et d'avoir les mêmes indignations. Et moi, j'en veux beaucoup, parfois à la gauche, d'avoir des indignations limitées sur Mila, de ne pas la soutenir. J'en veux beaucoup à la droite, d'avoir été aveugle sur tous les sujets de discrimination depuis plus de 30 ans. Donc je crois que l'intelligence, c'est être là, au milieu, et de se battre pour les deux. Oui, un mot aussi de la campagne des municipales à Paris. Vous avez fait votre choix, c'est très clair. Cédric Villani. Ah non, vous êtes en retard de plusieurs épisodes. Non, je plaisantais, justement. Je me disais, peut-être qu'il va revenir un petit peu en arrière. Vous avez fait votre choix, donc pas question de revenir. Même si aujourd'hui, on dit qu'on va vers un duel Dati-Hidalgo. Vous savez, moi j'ai fait le choix d'être en marche, de soutenir le président, de soutenir notre majorité, et surtout j'ai fait le choix des marcheurs. À Paris, on est plusieurs milliers, dans tous les arrondissements. Moi, ça fait depuis près de 3 ans que je suis avec eux. Oui, mais ça ne décolle pas, visiblement. Mais cette campagne, il lui reste encore du temps. Aujourd'hui, il y a des propositions. Vous avez entendu ce qu'on a proposé, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la façon de gérer. Moi, je défends une idée depuis le début de cette campagne, depuis le début de ma campagne à l'origine, les 240 quartiers. C'est-à-dire que d'une ville qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, qui est décidée dans le bureau du maire, on va redescendre à une ville proche de chez soi où on décide les choses autour de chez soi, sur la propreté, sur la sécurité. Et c'est ça qui porte Benjamin Griveaux aujourd'hui. Oui, mais Villani lui prend en fait des voix de l'autre côté. C'est fini, il n'y a pas la possibilité d'un pont entre les deux? Écoutez, Cédric Villani, Paola Forteza, tous ceux qui sont chez lui aujourd'hui, sont des gens avec qui je travaille à l'Assemblée nationale, sont des gens avec qui on a énormément de valeurs. C'est des gens avec qui on porte une vision sur la société qui est commune. Donc je n'envisage pas qu'on puisse continuer à ne pas être ensemble. Et nous ne serons jamais des opposants politiques. Ça veut donc dire que cette situation à Paris, elle devra prendre fin. J'espère que ce sera avant le 2e ou le 3e tour. Mais à la fin des fins, il faudra qu'on travaille ensemble. Oui, Mounir Majoubi, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Justement, je vais vous parler de Benjamin Griveaux, souvent considéré comme arrogant, à son triste désespoir. C'est montré dans une séance photo, montré qu'il était plutôt cool et qu'il savait se lâcher. C'est pas un peu téléphoné comme opération de communication? Est-ce que les Français sont dupes, justement? Est-ce que ça manque pas un peu de sincérité? Écoutez, vous savez, Benjamin Griveaux, on se connaît depuis longtemps. Je ne vais pas vous dire tout de suite qu'on n'a jamais eu de problème, lui et moi. Par contre, qu'est-ce qui se passe le jour où je décide en septembre de le soutenir et de dire, écoute, moi je reste en marche et maintenant je veux qu'on gagne? Moi, je lui ai dit comment j'avais ressenti certaines phrases qu'il avait pu dire. Mais je lui ai aussi dit une chose. Les maires, les habitants ne cherchent pas un maire qui est leur copain. Ils ne cherchent pas un maire qui est leur bon pote qu'on invite le soir au dîner. Ils cherchent quelqu'un qui gère la ville. Ils cherchent quelqu'un qui est capable de décider. Et ils cherchent quelqu'un qui fait. Aujourd'hui, on a un problème sur le faire. C'est-à-dire qu'elle a fait des très beaux discours, Anne Hidalgo, que j'ai trouvé formidables pendant longtemps. Mais maintenant, il faut faire. Et je crois que Benjamin, il est très bien pour ça. Donc aujourd'hui... Oui, mais il n'est pas sympathique. C'est ce que disent les gens. Il manque de sympathie et il manque peut-être de proximité. Et le maire, vous savez que c'est important. C'est aussi l'homme. Ce sont les idées, mais c'est l'homme aussi. Et c'est aussi une façon de décider et de faire. Vous savez, je ne vais pas hurler ici. Il est sympa. C'est pas à force de dire une chose que tout le monde va changer sa perception. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui le perçoivent pas comme sympa. Mais attendez, on vote pour qui? Rachida Dati, elle est sympa. Anne Hidalgo, elle est sympa. Ou est-ce qu'on se demande... Elle l'était peut-être plus au début, peut-être moins maintenant, mais elle l'était peut-être plus au début. Oui, mais est-ce qu'on se demande pas plutôt qu'est-ce que c'est le projet d'Hidalgo? Qu'est-ce que c'est le projet de Dati? Moi, je vais vous dire, je veux pas le pari de Madame Dati, puis je veux pas le pari de Madame Hidalgo. Par contre, moi, je veux le pari qui est dessiné par Benjamin Griveaux autour de lui. Est-ce que Cédric Villani, il est sympa? Je viens de vous dire que c'est un de mes amis. Bah oui, il est sympa. Mais est-ce que aujourd'hui, je veux qu'il devienne le maire de Paris? Non. Est-ce que je veux qu'il continue à jouer un rôle très important? Oui.
Et bien pour Benjamin, je veux qu'il soit le prochain maire parce que je pense qu'il a toutes les qualités, peut-être pas celles que vous avez désignées, mais il en a d'autres. Merci Mounir Majoubi, député de La République En Marche, était l'invité ce matin de Sud Radio. Dans un instant, c'est le journal et ensuite les pesticides. On en parlera tout à l'heure à 8h10. Restez avec nous, il est 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.